Si effectivement on porte un regard beaucoup plus conscient mais en même temps beaucoup plus lumineux, on peut attirer un futur souhaitable à la fois au plan individuel et au plan collectif. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Sismic est avant tout un travail d'enquête pour tenter de mieux appréhender la manière dont le monde évolue. Et plus je creuse, plus je me rends compte de la complexité des enjeux, et moins je suis sûr de ce qu'il faudrait faire pour adresser les problèmes de notre époque. Jocelyn Morisson fait partie de ceux qui cherchent des réponses du côté de notre rapport au monde, en mélangeant de manière originale science et spiritualité, et en posant l'hypothèse que nous ne percevrons qu'une partie du réel. Cet épisode est un peu atypique, et doit être vu comme une introduction à des notions parfois complexes qui méritent d'être creusées davantage. Bonjour Jocelyn, bienvenue sur Sismic. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je précise tout de suite qu'on est sur Skype, chose peu commune sur Sismic, donc le son sera peut-être un petit peu moins bon que d'habitude, mais ça devrait aller. On va attaquer avec la question habituelle de présentation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et me parler de ton parcours pour savoir d'où tu parles ? Eh bien, écoute, je suis journaliste scientifique depuis 25 ans, quoi. J'ai une formation scientifique à la base et je me destinais à l'enseignement à l'origine et je me suis tourné vers le journalisme avec une formation universitaire et j'ai commencé à travailler en fait dans le secteur de la santé, de la presse pro-santé. Et puis je me suis tourné vers d'autres sujets par goût personnel et voilà, petit à petit j'ai beaucoup écrit en fait sur la spiritualité, la religion, les phénomènes inexpliqués, tout ce qui lie un peu science et spiritualité. On n'est pas très très nombreux à travailler sur ce lien en fait, et donc je me suis spécialisé malgré moi finalement, mais par goût pour ce questionnement qui relie la philosophie, la science, la spiritualité, etc. Ok. J'ai lu tes deux derniers livres, enfin tes livres les plus récents, Ce souvenir du futur que tu as coécrit avec Romuald Le Terrier et qui parle de synchronicité, et L'ultime convergence qui est plus directement en lien avec ce que j'essaie de faire ici, c'est-à-dire comprendre dans quelle époque on vit et ce qu'il faut faire de cette époque. Donc les deux livres m'ont un peu, pour tout dire, les deux livres m'ont un peu chamboulé ma vision des choses sur plusieurs niveaux, et j'ai pas mal de questions, donc je suis content qu'on ait un peu de temps pour creuser tout ça. Quelle est avant d'aller dans le détail et de reparler justement du contenu de ces livres, quelle est ta grille de lecture d'une manière générale du réel ? Et tu vois, quelles sont les différentes lunettes que tu mets tour à tour pour comprendre le monde ? Alors ouais, la question a du sens. Moi, j'essaye d'avoir toutes les lunettes en même temps, si possible. Mais évidemment, bon, c'est juste une utopie. Mais je reste rationnel autant que possible, puisque j'ai cette formation scientifique qui m'a donné cette rigueur et ce goût de la rationalité, de la science, de la philosophie, du raisonnement, etc. Mais je me suis ouvert depuis quelques années aussi à une grille de lecture plus subtile, on dit, plus spirituelle, mais pas religieuse, quoi, parce que moi j'ai une éducation religieuse que j'ai rejetée à l'adolescence comme beaucoup de gens en fait, mais la spiritualité pour moi englobe les religions, ça va au-delà de ça, et on peut aujourd'hui vivre une spiritualité que j'appelle laïque, enfin que je suis pas le seul à appeler comme ça bien sûr, hein, et qui a du sens encore une fois parce qu'elle se fonde à la fois sur des connaissances scientifiques, objectives, rationnelles, tout ce qu'on veut, et puis une réflexion philosophique derrière, métaphysique, qui fait un lien, qui fait un pont éventuellement vers la spiritualité aussi, c'est-à-dire ce que nous disent les enseignements spirituels religieux, à la fois religieux et à la fois ésotériques depuis des milliers d'années, quoi. Une très très longue période, et avec encore une fois une convergence de tous ces enseignements aussi vers des découvertes scientifiques récentes. Disons qu'il y a là aussi un point de rencontre entre ce que la science nous dit dans certains domaines comme la physique, les neurosciences, etc., et ce que nous disent les traditions spirituelles. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre L'ultime convergence. Pour moi, il y a ce regroupement, voilà, avec des questionnements métaphysiques aussi très anciens. D'accord. Je pense qu'on va essayer de prendre le temps d'aller un peu plus dans le détail de ce que ces ponts signifient concrètement, parce qu'il y a des choses assez étonnantes dont j'avais pas conscience et que j'ai découvert dans tes livres. Avant, je voudrais rester sur
sur cette grille de lecture et peut-être savoir comment tu l'appliques à l'époque actuelle et qu'est-ce que tu dis de l'époque qu'on est en train de vivre et de l'état du monde d'une manière générale. Dans les livres, toujours pareil, auxquels je fais référence, tu dis qu'en réalité, il n'y a qu'une seule crise, c'est celle du sens, et qu'elle est spirituelle, cette crise, et que le monde sera spirituel ou ne sera pas. Est-ce que tu peux parler de cette analyse ? Oui, c'est une conviction qui s'est forgée au fil du temps, parce que il y a plein de réflexions, encore une fois, dans l'histoire et puis aujourd'hui contemporaine, qui nous disent la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons une nature spirituelle, quoi. Nous ne sommes pas seulement un corps physique, biologique, nous ne sommes pas seulement une machine biologique. Et ça, c'est ce que pense aujourd'hui la science matérialiste, qui reste dominante, et à laquelle on doit encore une fois plein de progrès, c'est pas le problème. Mais cette vision matérialiste de l'homme fait de l'homme une machine biologique. Et on pense qu'on va pouvoir d'ailleurs fusionner avec la machine pour devenir un transhumain et avoir plus de capacités, etc. Donc il y a tout un discours qui nous emmène dans une certaine direction, qui est très dangereux, et ça c'est bien vu dans les utopies, dans les science-fiction, dans les séries, dans les films, etc. Donc ce futur-là, c'est un futur que moi je ne souhaite pas voir arriver, parce que ça repose sur une erreur fondamentale qui est de croire que nous ne sommes qu'un corps dont la conscience émerge. La conscience émerge du cerveau, parce que le cerveau c'est quelque chose de très compliqué, et quand c'est très compliqué, il y a de la conscience qui sort. Or ça, c'est une théorie qui n'est pas démontrée. C'est une hypothèse de travail qui est devenue un dogme et qui n'est pas démontrée. Or, on a beaucoup d'éléments pour penser au contraire que la conscience existe au-delà du cerveau, au-delà du corps, et que du coup la totalité de l'être humain c'est plus que le corps. Voilà, donc ça réhabilite la notion d'âme que la science avait complètement rejetée. Donc c'est ce que les religions appellent l'âme, et on a plein d'autres termes dans toutes les traditions, mais c'est cette idée-là qu'on a une âme qui est reliée à un esprit, etc., et qui correspond à une certaine réalité aujourd'hui, sur laquelle la science aujourd'hui réfléchit en termes de conscience. Qu'est-ce que la conscience? D'où elle vient? Est-ce que la conscience a une source, une origine, etc., etc. Donc c'est le discours moderne sur l'existence de l'âme, ni plus ni moins. En philosophie, en philosophie des sciences, en philosophie de l'esprit, c'est une discussion qui est très vivante, qui est très active, quoi. Tu parles beaucoup de cette question de la conscience et de ce qu'est la conscience. Il y a beaucoup de pages dans tes ouvrages qui sont consacrés à ça. En quoi le fait de remettre en cause justement cette vision matérialiste de notre conscience et des choses et du réel peut nous aider à mieux appréhender le monde actuel et peut nous aider à trouver des solutions? Pourquoi ça serait une piste intéressante vraiment à creuser? Parce que, tout simplement, quand on explore sa vraie nature, avec des outils comme la méditation, mais avec toute une démarche globale, en fait, une démarche générale, quand on explore sa vraie nature, on découvre que nous sommes reliés à tout ce qui existe, nous sommes reliés les uns aux autres, nous sommes reliés à la nature dans sa dimension matérielle et dans sa dimension subtile, c'est-à-dire les esprits de la nature, les esprits des animaux, etc., etc. Donc ça ouvre des perspectives absolument colossales sur ce que nous sommes vraiment, et par conséquent, ça nous change, ça nous transforme en tant qu'être humain. Et c'est cette transformation-là qui ne peut être que bénéfique pour le futur qu'on veut voir advenir, si on veut un futur vraiment paisible et harmonieux pour le maximum de gens, pour le plus grand nombre. Il faut tendre vers cette espèce d'idéal, cet objectif-là, en allant à la découverte de son monde intérieur. Et on s'aperçoit que le monde intérieur ne fait qu'un avec le monde extérieur, etc. Donc c'est des enseignements qui viennent des spiritualités orientales comme le bouddhisme ou l'hindouisme, et qui rejoignent aussi une tradition occidentale qui remonte au grec, à l'Égypte, tout ce qu'on veut. Et donc tout ça ne fait que dire la même chose. Ça ne fait que dire la même chose. Notre nature est fondamentalement fondée sur l'amour, et donc elle nourrit la bienveillance, elle nourrit l'altruisme, elle nourrit tout ça. Et on a aujourd'hui en plus des données qui montrent que la compétition dans la nature, c'est l'exception finalement, que la règle, c'est bien davantage la collaboration, la coopération. Donc il y a des travaux biologiques qui ont montré ça. Et voilà, et nous c'est pareil, à la base on est un être naturel, et notre nature c'est d'être bienveillant et coopératif. Donc toute cette société qui nous encourage à être compétitif et concurrentiel et performant, etc., elle nous pousse à nous comporter de manière contre nature dans tous les sens du terme, contre la nature et contre notre propre nature humaine.
Donc, si je te comprends bien, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on est aujourd'hui dans cette situation un peu de crise, notamment liée à notre rapport à la nature, et qu'on a l'impression d'être incapable de trouver des solutions, ou en tout cas d'appréhender la nature, la complexité du problème. C'est parce que notre rapport au monde et notre rapport au réel n'est pas ce qu'il devrait être. C'est un peu ça. Et je voudrais citer une phrase pour justement continuer sur ce rapport au monde. Nous ne percevons pas la réalité elle-même, nous accédons seulement à de l'information que nous extrayons de cette réalité, et cette information ne porte donc que sur cette relation. Malgré tout, on a pourtant l'impression de vivre dans le réel et d'avoir une perception très claire du monde qui nous entoure. D'ailleurs, on est en train de parler dans le présent, on a nos sens qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette phrase, en fait ? Qu'est-ce qu'on fondamentalement on ne perçoit pas de cette réalité du monde et qui pourrait nous guider si on percevait d'autres choses, en fait. Tu as déjà un petit peu évoqué, mais je voudrais creuser là-dessus et aller peut-être un petit peu plus dans des exemples aussi que tu cites, parce que ça paraît sinon un petit peu ésotérique. Oui, c'est l'éternel problème posé par Kant entre le réel tel qu'il est et le réel tel qu'on le perçoit. Est-ce que nous percevons le réel tel qu'il est, c'est-à-dire la chose en soi, ou est-ce que nous percevons le réel uniquement tel qu'il nous apparaît ? En fait, c'est beaucoup plus logique, effectivement, d'accepter la deuxième solution. Nous n'accédons au réel, même en l'explorant dans ses tréfonds, etc., dans ses confins, que sous la forme sous laquelle il apparaît à notre conscience d'observateur. Donc on ne peut pas faire abstraction de notre conscience d'observateur, de notre acte d'observation. C'est ce qui a été montré par la physique quantique. Ça reste vrai. C'est pas une interprétation New Age de dire ça, que la conscience de l'observateur fait finalement, en quelque sorte, de manière imagée, fait apparaître la réalité par l'acte d'observation. Donc la réalité telle qu'elle est vraiment, si on ne l'observe pas, on ne peut pas la connaître. Mais on peut suspecter sa présence. Et à partir de tout un tas d'expériences qui passent par les états modifiés de conscience, qui passent par plein de choses, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, en fait, nous fait comprendre que cette réalité-là n'est pas la réalité ultime. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas réelle, ça veut pas dire qu'on ne doit pas vivre dans ce monde pleinement, etc., en étant pleinement incarné, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Il y a un arrière-monde qui peut très bien correspondre aussi à l'au-delà, ça peut correspondre à beaucoup de choses, on peut trouver quelque chose de très très riche, de très complexe derrière, avec toute une panoplie spirituelle, si on veut. On peut y coller après des choses qui sont de l'ordre de la culture, quoi, hein. Mais tous les systèmes finalement disent la même chose. Je voudrais revenir à cette. Là, t'as évoqué la physique quantique. Je pense que c'est important de passer un petit peu dessus, puisque c'est pas forcément un sujet avec lequel beaucoup de gens sont familiers, même si c'est un petit peu vulgarisé depuis quelques années. Pour comprendre en fait en quoi ce que tu dis est ancré dans la science et pas uniquement dans des cultures, même si ça se recoupe, mais dans des cultures ancestrales. Alors il faut distinguer ce qui est reconnu par la communauté scientifique en tant que fait, en tant que données scientifiques, et puis les interprétations qu'on en fait derrière, qui peuvent être absolument spéculatives et qui doivent l'être. Ça fait progresser la réflexion. Donc bien sûr, il y a les données et puis il y a ce qu'on leur fait dire. Moi, simplement, j'essaie d'être rigoureux, mais évidemment, il y a un moment donné où moi-même je spécule. On est dans des hypothèses. La réalité telle qu'on cherche à la cerner, à la comprendre par l'approche uniquement matérialiste, elle vise à diviser la matière en petits composants jusqu'à son composant ultime. Quand on a fait ça avec les atomes, les particules élémentaires, les quarks, etc., on est arrivé sur quelque chose qui n'est plus concevable en termes d'objet. On arrive sur quelque chose, et ça c'est un fait scientifique, on arrive sur quelque chose qui est un objet mathématique, qui est donc de l'information. C'est la seule chose qui existe vraiment, et ça je cite des physiciens et des philosophes tout à fait pertinents là-dessus, tout à fait pointus et qui font autorité. La seule chose qu'on a qui est un objet réel, c'est un vecteur d'état. C'est un outil, c'est un objet mathématique qui sert à décrire des états possibles de la matière qui, à ce stade-là, donc, se présente uniquement sous forme d'information. Donc, on n'a plus d'objet au sens concret, au sens solide, etc. Donc, en fait, on est dans un océan d'informations. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, voilà, et à partir de là, on peut spéculer. On peut spéculer parce qu'effectivement, la conscience, c'est aussi quelque chose qui traite de l'information. Et donc on a cette interaction entre la conscience et la matière
qui est le problème, voilà, posé depuis longtemps dans les neurosciences et dans les sciences dans la philosophie de l'esprit. Donc cette interaction matière-conscience, cerveau-corps, enfin cerveau-conscience, elle se fait par la notion d'information. Hein, donc ça, c'est une réflexion, voilà. Mais ça permet de faire le lien. Et qu'est-ce que ça donne concrètement de ce qu'on observe, par exemple, au niveau du quantique, donc de l'infiniment petit, qui est validé et qui est validé aussi par des expériences, qui nous montre que la conscience a un impact sur la matière et sur le réel? Alors, on sait que ça, c'est le cas à l'échelle infinitésimale, à l'échelle des atomes et des particules, puisqu'il faut qu'une expérience soit observée pour avoir un résultat. Bon, voilà. En tout cas, il faut l'intervention d'une conscience. Mais en fait, ce que nous dit la science officielle, mainstream, c'est que les effets quantiques disparaissent à notre échelle, à grande échelle du macrocosme, etc. Il n'y a plus d'effets quantiques. Les effets quantiques se jouent uniquement au niveau microscopique. Donc, en l'occurrence, ça, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et il y a des gens qui nous disent que toutes les propriétés du monde quantique se répercutent à notre échelle, nécessairement. Voilà. Donc, on se retrouve effectivement dans un monde dans lequel la conscience, eh bien, intervient dans notre relation au monde qui nous entoure. On crée notre réalité. Quand on va au bout de ce raisonnement-là, on a des gens qui nous disent ça, qu'on crée sa réalité. Alors, c'est pas complètement vrai, parce qu'on n'est pas seul. Bien sûr, on crée une réalité collective. Donc nous co-créons une réalité collective par notre acte de prendre conscience du monde autour de nous. Donc il y a une part de projection en fait. C'est difficile à accepter parce qu'on dit il y a un monde objectif autour de nous, c'est sûr et certain, mais en réalité cette objectivité-là elle est remise en question par la physique quantique. La notion même de temps est remise en question parce que le temps n'est pas absolu, il y a un temps relatif qui est lié à plein de paramètres, à la gravitation, à notre déplacement, etc., etc. Donc le temps, l'espace et la matière sont des notions qui sont remises en cause aujourd'hui et comme étant peut-être, possiblement, finalement, des projections, une espèce d'hologramme à partir d'un océan d'informations. Voilà comment certains physiciens décrivent les choses. Donc cet hologramme, il est projeté à partir de cet océan d'informations qui constitue un arrière-monde, etc., un monde plus ancien. Et c'est donc un discours qui rejoint complètement la cosmogonie de l'Inde, le bouddhisme, etc., qui nous disent que cette réalité-là est un rêve, en fait. C'est comme un rêve. C'est un rêve collectif, mais c'est un rêve. C'est-à-dire que voilà, c'est pas la réalité ultime. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur cette notion de temps, parce que je la trouve fascinante. Et d'ailleurs, Sismic, au départ, s'inscrit justement dans cette idée d'essayer de se projeter dans le futur. Et t'en parles beaucoup aussi dans tes livres. Et tu viens de le dire, c'est-à-dire que le temps en physique n'aurait pas forcément une réalité en soi, notamment puisque la plupart des équations mathématiques qui décrivent la physique ne prennent pas le temps en compte, si j'ai bien compris. Et je cite une phrase de Carlo Rovelli, qui est un physicien mathématicien particulièrement reconnu, qui nous dit que le temps est un effet de notre ignorance des détails du monde. Est-ce que tu peux expliquer en fait développer sur cette relativité du temps, et notamment aussi parce que tu en as fait un livre récemment, notamment qui parle de la capacité qu'on pourrait avoir à se projeter dans le futur ou à avoir des informations du futur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette non-existence du temps ou du temps comme illusion? Bien, il faut comprendre qu'on est soumis au temps tant qu'on est incarné dans ce corps et qu'on s'identifie au corps. Si on arrive à se désidentifier du corps et à vivre un état de conscience qu'on appelle un état de conscience modifié, eh ben on accède à quelque chose qui est hors du temps, ou en tout cas qui dilate notre relation au temps, ou qui le contracte en fait. Voilà, c'est simplement que vu d'un autre point de vue, le temps ne s'écoule plus à la même vitesse. Donc le temps est quelque chose de relatif et de subjectif. Si on est très occupé, 5 minutes vont passer très vite, et si on passe 5 minutes à rien faire, ça va paraître beaucoup plus long. Donc on sait déjà que notre rapport au temps est subjectif. Ce qu'on découvre maintenant en physique, c'est que le temps n'a pas de caractère absolu. On peut pas dire qu'il y a un maintenant ici et un maintenant en même temps sur Saturne. Ça n'a pas de sens de se demander qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Saturne. Donc c'est difficile à comprendre, mais il n'y a pas d'instant présent qui soit partout pareil dans l'univers, parce que le temps est lié à l'espace, à la distance, à la présence de matière, à la présence quand sur la Terre c'est lié à l'altitude. Le temps s'écoule pas à la même vitesse au niveau de la mer et en haut de l'Everest, etc., etc. Donc voilà, on en fait ce qu'on peut de ça, mais ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui existe
hors du temps, puisque on vit des états modifiés de conscience dans lesquels le temps n'a plus cours, ne serait-ce qu'un rêve, un simple rêve nous semble durer des heures alors qu'il dure peut-être quelques minutes. Donc on a cette expérience-là de manière assez facile, quoi. Et quand on va dans des états plus profonds, eh bien effectivement, il semble qu'on puisse s'affranchir complètement du temps. Il y a des expériences mystiques ou expériences de mort imminente, etc., dans lesquelles il n'y a plus de notion de temps, le temps ne s'écoule plus, on n'a plus du tout des expériences psychédéliques. Bon voilà. Après, j'encourage pas à prendre des produits parce que c'est dangereux évidemment. Ce sont des expériences qui sont initiatiques. Les expériences de mort imminente, donc elles sont pas recherchées en principe, elles surviennent dans un contexte d'accident, mais ce sont des expériences qui sont initiatiques aussi, qui sont des vraies expériences mystiques vécues par des gens qui les recherchent pas spécialement, quoi. Donc ça peut être très très violent, et en tout cas, on sait que c'est du coup une voie d'exploration de ce que nous sommes vraiment, de qui nous sommes vraiment, etc. Et qu'on n'est pas obligé de faire ça dans un cadre traditionnel, religieux, etc. Mais ça peut se faire dans un cadre ordinaire, laïque, et on peut vivre une vie tout à fait normale en ayant cette réflexion-là, qui est plus une réflexion de l'ordre de la métaphysique et de la science. Donc on n'est pas du tout obligé d'aller dans le religieux. Dans ton livre Se souvenir du futur, tu proposes des pistes pour guider son avenir par les synchronicités. Est-ce que tu peux développer ce concept qui est pas forcément facile à appréhender? C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est que du coup, notre futur, en fait, il peut nous envoyer des signes, et que les synchronicités sont des signes de notre futur, tout simplement. Ce sont des signes que nous envoie le futur. Alors, dans quelles conditions et comment c'est possible? Eh bien, parce que notre futur existe déjà, lui aussi sous forme d'information et sous forme de potentialité. Donc, puisque tout est information de toute façon, le futur, il doit exister d'une manière ou d'une autre, parce que le monde ne peut pas se créer en temps réel. Toute la matière du monde ne peut pas se créer à chaque instant, se recréer à chaque instant. Donc, il faut que le futur existe déjà. Donc, dans la cosmologie classique, on dit que l'univers est un univers bloc dans lequel passé, présent, futur coexistent, mais le futur est figé. Or, si le futur est figé, il y a un problème avec le libre arbitre, etc. Un problème avec le déterminisme. Et donc, on a des chercheurs aujourd'hui qui nous disent, en fait, le futur peut exister et être flexible. Il peut exister et être souple. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de futurs superposés, en fait, comme des états quantiques d'une particule. Plusieurs états superposés, plusieurs futurs possibles. Et on attire à nous un certain futur en fonction d'un tout un tas d'éléments, de paramètres. Et notre idée, notre proposition avec Romuald de Terrier, qui est à l'origine quand même de ces idées-là dans le livre, Se souvenir du futur, c'est ça, c'est de jouer avec ça, c'est d'essayer de provoquer la chance, entre guillemets, provoquer le hasard, en faisant venir à nous des signes, et il se trouve que ça fonctionne très bien, quoi. Donc on peut dire que on se fait des illusions, etc. Mais il y a un certain nombre de précautions prises dans le protocole qui font que on peut accorder une certaine confiance au phénomène. Mais le phénomène de la synchronicité, de toute façon, ça n'a vraiment du sens que pour la personne qui le vit. C'est très difficile à partager. S'il y a un contexte de sens, c'est quelque chose qui est lié à l'état psychique de la personne. Il faut être ouvert, il faut être intuitif, il faut être ouvert à son intuition. Il faut être dans certaines dispositions qui sont pas simplement le raisonnement mental et la raison raisonnante fermée à ces possibilités-là, parce que c'est ce que disait Jung, la synchronicité, ça c'est relié par un lien de sens et non pas de cause. C'est un lien entre un événement psychique et un événement physique, matériel, qui a un lien de cause, de sens, pardon. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est qu'une synchronicité avec un exemple, peut-être celui du scarabée ou... L'exemple le plus emblématique, c'est l'histoire du scarabée d'or de Jung. Donc, c'est une patiente de Jung en analyse, puisqu'il était psychanalyste aussi, et psychiatre, et elle lui raconte un rêve dans lequel elle a reçu un scarabée d'or, qui est un scarabée sculpté égyptien, qui était un symbole antique. Et au moment où elle lui raconte ce rêve, en fait, Jung entend un tapotement derrière sa vitre, et ouvre sa fenêtre et recueille dans sa main un petit scarabée doré, comme on trouve un peu partout. Et il lui montre ce scarabée à cette patiente, et en lui disant, votre scarabée, le voici. Donc il n'y a pas de lien de cause à effet possible entre les deux événements, mais Jung établit un lien de sens. Et il explique que la patiente s'en trouve débloquée dans sa cure parce que le scarabée a perforé son rationalisme. Elle était très rationaliste, très cartésienne, etc. Et donc cet épisode va perforer son rationalisme et ça ouvre sur une autre dimension d'elle-même. Et en l'occurrence, pour elle, voilà, ça débouche sur une cure
qui se révèle efficace au final. Donc la synchronicité, c'est ça, c'est vraiment le lien entre quelque chose qu'on a pensé, qu'on a vu, qu'on a une idée, une interrogation, une question, et quelque chose qui survient au même moment dans la rue, un slogan publicitaire sur une camionnette, une image dans une vitrine, un son qu'on entend à la radio, n'importe quoi, quelque chose qui fait écho de manière claire et appuyée à quelque chose qu'on avait dans la tête et qu'on pensait juste avant. Souvent, on a tendance à interpréter ça parce que tout le monde le vit plus ou moins, ou c'est comme quand on a l'impression d'avoir déjà vécu une situation aussi, et on se demande si on l'a rêvé avant. Souvent, on interprète ça comme le hasard total. Toi, ce que tu dis, c'est que ça peut aussi être interprété comme un signe qui est envoyé en fait dans le temps du futur pour nous guider vers quelque chose. Oui, alors on peut effectivement se tromper, s'illusionner sur le fait qu'une coïncidence est une synchronicité ou pas. Bien sûr, donc il faut faire preuve de discernement, mais on s'aperçoit quand on est dans certaines situations où on a besoin notamment de faire des choix, que ce soit des choix professionnels ou des choix personnels, pour une réorientation de vie, pour un déménagement, pour ce genre de choses, là on va vivre souvent, on va vivre des synchronicités, parce que on va recevoir de l'information par ces synchronicités qui vont nous aider à faire le choix. Donc ça, moi je l'ai observé chez moi, j'ai observé chez plein de gens, et donc ça c'est quelque chose qui est vécu, c'est un vécu empirique très très fréquent, disons. Donc après on peut passer à un deuxième niveau qui est de provoquer ça en posant une intention. Dans le livre, on décrit un petit protocole tout simple qui consiste à associer une image d'animal et un nom de symbole et de demander à ce qu'une synchronicité se produise dans un temps donné en associant ces deux éléments, et on peut associer ça à une intention pour avoir une réponse à une problématique personnelle ou professionnelle. Donc c'est pas compliqué à faire du tout, et l'idée c'est que si on demande qu'il y ait une synchronicité avec ces deux éléments qui se produisent dans les 10 jours, eh ben on a beaucoup de gens avec qui ça se produit effectivement dans le timing demandé, même parfois très très vite, avec des éléments qui sont associés, ce qui rend la probabilité de la synchronicité plus faible en fait. C'est pour ça qu'on associe deux éléments. Et beaucoup de gens, voilà. Donc Romuald a testé ce protocole sur lui-même pendant pas mal de temps, et ensuite il l'a mis en place dans des ateliers dans lesquels il y a aussi des résultats tout à fait frappants, quoi. Donc on prétend pas que ça marche à 100%, que ça marche à tous les coups, mais c'est quelque chose avec lequel on peut jouer. En tout cas, il y a un côté ludique aussi. Et donc c'est vu, tu dis que c'est vu comme une information qui nous vient de quoi, d'un nous, c'est envoyé par qui, ça vient d'où en fait? Alors c'est nous qui envoyons consciemment une intention dans le futur, et donc cette intention, elle est gérée en quelque sorte par ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire pour Jung c'était l'équivalent de l'âme, mais plus précisément l'équivalent de l'Atman hindou. Et l'Atman hindou, c'est aussi relié à l'absolu, c'est la part spirituelle de l'homme qui est reliée à l'absolu. Alors que nous, dans la tradition occidentale religieuse, la créature est distincte du créateur. Il y a une nuance un peu subtile. Voilà, on a ce qu'on appelle une âme, donc nous on appelle ça le soi, au sens jungien. Et ce soi existe en dehors de l'espace et du temps, quelque sorte. Et c'est lui qui nous attire sur un futur qui est bon pour nous, pour notre développement. Donc ça va avec un modèle dans lequel effectivement on vient pour faire quelque chose dans la vie. On s'incarne pour faire quelque chose, pas forcément avec une mission extraordinaire, mais on vient pour apprendre à faire quelque chose, pour le faire mieux, etc., etc. Et que donc on a une sorte de chemin de vie idéal vers lequel il est peut-être bon de s'orienter, quoi, avec lequel il est peut-être bon de se conformer, tout simplement pour vivre une vie heureuse, épanouie, et puis conforme à certaines valeurs éthiques, parce qu'on fait confiance au fait que si on a un moi supérieur en quelque sorte, c'est de lui que nous vient le sens de l'éthique, et le sens le sens des valeurs avec lesquelles mieux vivre sur cette terre, entre nous, vis-à-vis du vivant en général, vis-à-vis de la planète, etc., etc. Donc en se reliant à cet être intérieur, c'est ce que tous les mouvements de développement personnel aident à faire aussi, je veux dire, on peut aller dans une dimension ensuite qui est transpersonnelle, et là on est relié à quelque chose effectivement qui est de l'ordre du spirituel.
Donc ça, après, c'est une lecture que tout le monde n'est pas obligé de faire. Tout le monde n'est pas obligé de faire cette lecture. Ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'on peut jouer avec les synchronicités, même si on ne pense pas que c'est un ange ou un guide qui nous joue des tours, qui s'amuse. On n'est pas obligé de faire appel à toute une imagerie. Et on peut simplement considérer qu'il y a une sorte de mécanique à l'œuvre, voilà, qui fait que voilà, on a ce. Alors moi, on s'appuie beaucoup sur la physique de la conscience de Philippe Guillemant, qui est un ami physicien et qui est un des rares scientifiques en France à proposer un modèle dans lequel la conscience joue un rôle central, et en fait la conscience est à la base de toute réalité, quoi. Donc on en revient justement à ce thème, et je précise que dans le livre il y a beaucoup de, parce que c'est pas facile à expliquer comme ça, mais dans le livre il y a beaucoup d'exemples très concrets et d'expériences de gens qui ont vécu ça et qui font des tests là-dessus, et ça marche d'après ce que tu as regardé, et ça rejoint aussi des expériences de sortie de corps ou des expériences de peuples en fait qui ont gardé ces traditions. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que ça donne une nouvelle lecture en fait de choses qui pouvaient paraître à un moment donné comme avec notre lecture justement très cartésienne, et moi c'est aussi de là d'où je viens, ça donne d'autres interprétations en fait de ces choses-là, et qui nous font dire qu'il y a une certaine réalité et que ce n'est pas que du folklore. Donc c'est aussi ça, c'est pour ça que je dis que ça m'avait pas mal bougé, parce que quand tu vois le nombre de fois où c'est effectivement confirmé, et que on retrouve aussi des ponts avec la science, avec des mathématiciens, des physiciens qui finalement rejoignent ces idées, c'est là que ça devient assez fort. Pour revenir sur cette problématique donc qui m'est chère aussi des enjeux actuels qu'on a dans le monde, comment cette perception de la réalité, les outils dont tu parles et que tu as développé et que tu as testé, et cette nouvelle compréhension du réel, comment tout ça te permet d'appréhender l'époque justement, encore une fois, dans laquelle on vit? Est-ce que ça te donne plus de recul parce que tu te dis que finalement on comprend pas vraiment ce qui se passe et qu'on n'a pas prise? Est-ce qu'au contraire ça te donne des nouveaux outils que tu utilises toi-même ou que tu mets à disposition pour travailler sur la création d'autres futurs possibles? Tu vois, à quel niveau tu utilises tout ça? J'essaye de l'utiliser à tous les niveaux, parce que ça forme un tout en fait, tout ça. Donc ça change notre comportement au quotidien, et puis il faut que ça se traduise par quelque chose de très simple au final. C'est-à-dire qu'on peut pas dire on est engagé dans une voie spirituelle si on devient une personne chiante, infréquentable, toujours en train de faire la leçon ou d'expliquer des trucs. La spiritualité, il y en a beaucoup plus chez des gens très simples parfois, des gens qui vivent à la campagne, etc., que chez la plupart des intellectuels, je veux dire. Donc il faut arriver à épurer en fait tout ça, avoir une quête intérieure qui peut être très riche, très complexe, et puis partager avec des gens qui sont intéressés par ça, mais au quotidien ça se traduit par une attitude très simple et qui passe d'abord pour moi par la bienveillance, c'est-à-dire ne pas juger l'autre a priori, ne pas considérer l'autre comme étant une nuisance, mais au contraire comme une richesse, une source d'enrichissement, comprendre qu'il y a une seule conscience à l'œuvre dans tout ça. Moi je cite Schrödinger, qui est un des découvreurs de la physique quantique quand même, qui dit la conscience est un singulier qui n'a pas de pluriel, c'est-à-dire qu'il était influencé par l'hindouisme lui aussi. Et encore une fois, effectivement, on retrouve ça aussi bien dans les chamanismes du monde entier. C'est pour ça que notre livre s'appuie aussi à la base sur la science des signes qu'il y a dans les chamanismes. Mais l'idée qu'il y a une seule conscience à l'origine de tout ça, elle se retrouve partout. Donc j'ai cette conscience-là, j'essaie d'avoir cette conscience-là quand j'interagis avec mes contemporains, avec mes semblables, et même s'il y en a qui me plaisent pas, même s'il y en a dans le comportement, le discours me plaît pas, etc., j'ai conscience que tout ça forme un tout, et que ça a du sens, encore une fois, que ça nous fait évoluer collectivement, et qu'on passe par des épreuves, on passe par une période de noirceur, parce que on doit comprendre justement cette unité qui est à la base de tout ça. C'est pour ça qu'on traverse ces épreuves. Donc la crise actuelle et cette noirceur qu'on voit émerger et qui peut amener à certains catastrophismes, toi tu l'interprètes justement comme quelque chose ayant un sens et qui va a priori aboutir justement sur quoi, une nouvelle forme de conscience collective, ou comment tu vois évoluer les choses en fait? Pour que les choses aillent dans le bon sens, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un éveil des consciences, effectivement, et cet éveil des consciences, il faut qu'il soit le plus massif possible, mais aussi bien des gens qui viennent de l'incroyance religieuse que des gens qui viennent de la croyance.
parce que beaucoup de gens se disent religieux, mais n'appliquent pas les premiers préceptes de leur religion, qui est d'abord l'amour et le respect du prochain. On trouve ça plus ou moins dans toutes les religions quand même. Bon, avec des variantes, mais il faut que tout le monde prenne conscience de ça, que c'est dans notre nature en fait de encore une fois vivre ensemble, de coopérer, de collaborer, et il faut essayer de faire ça du mieux possible. Après, on peut pas non plus être naïf et croire que les choses vont se faire toutes seules, mais c'est surtout l'erreur, c'est de croire que ça vient de l'extérieur. Ça commence avec nous, ça commence avec chacun de nous, ça commence avec notre regard qu'on pose sur le voisin, sur la personne qu'on croise dans la rue, qu'on croise dans le bus, dans le métro, etc. La guerre, elle commence là. Si on commence à regarder de travers son voisin, on nourrit la guerre. Tu vois, c'est l'effet papillon, quoi. C'est le chaos, les conflits, la misère, tout ce qui est noir dans le monde se nourrit de notre propre noirceur. Et cette noirceur, on l'a dans notre regard qu'on porte sur le monde. Donc, si effectivement on porte un regard beaucoup plus conscient, mais en même temps beaucoup plus lumineux, on peut attirer un futur souhaitable à la fois au plan individuel et au plan collectif. Et un futur souhaitable, c'est quoi? C'est un futur dans lequel l'humanité est en paix autant que possible, et on respecte l'ensemble du vivant, et on respecte la planète, et on n'abîme pas tout ça. Donc voilà, c'est assez simple. Il faut que ça se traduise par ce genre de choses au final. Je comprends bien qu'il y a d'abord, c'est-à-dire que pour agir sur le réel, au-delà de ce que je peux penser du monde, le seul levier que j'ai, c'est ce que moi je mets dans le monde, la manière dont je me comporte, la manière, comme tu dis, dont je traite mon voisin, etc. Et finalement, je n'ai prise que sur ça. Le reste des événements me dépassent. Donc il y a un premier travail, finalement, c'est aussi le levier d'action qu'on a. Qu'est-ce que je décide de faire, de quoi je décide de parler, qu'est-ce que je décide de consommer, comment je traite les gens, etc. Il y a tout un spectre de choses qu'on peut commencer par faire, et finalement c'est un peu la seule chose qu'on peut faire. Malgré tout, en termes d'analyse, est-ce que de faire ça à son niveau, à son échelle, peut amener à un changement du cours des choses? C'est-à-dire que il y a quand même un certain nombre de lignes de fuite qu'on voit arriver, de la manière qui sont liées à la manière dont fonctionne le système, qui sont liées à la mentalité et à la vision du monde que vont avoir ceux qui sont en position de puissance et de vraiment avoir un impact sur le monde. Ces choses-là ne bougeront pas si moi, demain, je décide de mieux parler à mon voisin. Il y a un effet de masse, il y a un effet de seuil qui peut être atteint si suffisamment de gens font cet éveil, mais c'est pas le problème. Et il y a pas une pensée un peu enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un peu naïf de croire que ça va. Oui. Alors explique-moi ça. C'est naïf de façon assumée, parce que c'est l'idée que si beaucoup de monde veut ce type de futur-là, on a plus de chances de l'attirer à nous, puisque notre conscience et même notre inconscient attire ce futur-là. Si on visualise un futur lumineux, si on visualise un futur noir, avec toutes les nuances possibles entre les deux, c'est la même chose, on l'attire. Donc c'est tout. Moi, je fonde cet espoir d'une transition douce. Je suis pas un collapsologue, mais l'effondrement peut arriver, c'est sûr. Il y a des analyses très sérieuses qui nous disent qu'on doit peut-être passer par un effondrement. Après, moi, j'espère que l'effondrement ne va pas être un chaos total. C'est surtout ça. C'est surtout. Je t'arrête ça justement par rapport à cette posture d'effondrement, c'est-à-dire que quand on commence effectivement à creuser toutes les données, à tout recouper, c'est ce que j'essaie de faire avec Sismic, on arrive, si on prend ça au sérieux, on arrive à cette forme de constat que quand même ça va être très compliqué. Je voudrais que tu développes justement sur cette posture, c'est-à-dire que est-ce qu'à partir du moment où on se positionne comme collapsologue, et qu'on dit autour de soi que de toute façon c'est trop tard, c'est foutu, on aide ce futur sombre à advenir? Ou alors, est-ce qu'il faut avoir une posture vraiment optimiste malgré tout? L'effondrement n'est pas forcément un avenir sombre. On peut passer par un effondrement d'un certain système avec une transition douce. C'est pour ça que je dis que le collapse, l'effondrement n'est pas forcément le chaos. Maintenant, je me suis pas plongé dans les différentes théories, dans les différents scénarios, parce que encore une fois, ça me dépasse. Moi, j'essaye d'agir simplement à ma mesure, comme être humain et comme journaliste aussi, quoi. Voilà. Donc, si on doit passer par l'effondrement, eh bien, il faut qu'on puisse le préparer. Je pense qu'on est suffisamment intelligent aussi quelque part pour préparer quelque chose.
Maintenant, il y a des intérêts qui ne veulent pas de cette transition-là parce qu'elles tirent leur pouvoir, leur puissance de ce système-là. Toutes les puissances qui sont fondées sur l'argent, elles veulent que ça continue comme ça jusqu'à effectivement une fuite en avant qui peut amener au crash complet. Donc, c'est une vision à court terme. Donc il y a des intérêts qui ont toujours cette vision à court terme dans le monde, ça c'est certain. Mais on est capable, à mon avis, de prévoir quand même des transitions, la fin de l'ère du pétrole, le nucléaire, etc. Trouver des alternatives à tout ce qui pose problème. L'eau, les besoins en eau qui vont être le premier problème dans le futur, les terres agricoles, etc. Donc tous ces problèmes-là, aujourd'hui on les connaît, ils sont identifiés, les experts les ont identifiés. Il faut des consensus, il faut des gens qui soient au-dessus des partis, des lobbies, pour avoir des vrais consensus scientifiques et orienter l'action politique. Et derrière, il faut des politiques qui prennent ça au sérieux et qui ont non seulement des discours en phase, mais des actes en phase avec avec ces orientations-là. Donc c'est possible. Mais effectivement, c'est un scénario idéal, optimiste, quelque part un peu naïf. Mais moi, je dis que ça reste possible. Maintenant, s'il faut passer par une phase d'effondrement partiel ou total, et ben voilà, c'est la vie qui va en décider, c'est pas moi. Qu'est-ce que, par rapport à ça, justement, qu'est-ce que tu vois émerger, qu'on voit pas forcément et qui pourrait te donner confiance, justement, pour garder, au-delà d'avoir l'intention et au-delà de décrire ce qu'il faudrait faire, est-ce que tu vois vraiment des choses qui commencent à émerger, qui renforcent cet optimisme? On voit bien chez les jeunes générations qu'il y a une conscience déjà écologique hyper poussée, ce qui est normal puisqu'ils sont archi sensibilisés à la question. Ça a joué au niveau des élections européennes en faveur du vote écologique et c'est très très bien. Donc il y a cette conscience-là chez les jeunes qui est hyper installée et ça va ne faire que se renforcer avec les générations qui arrivent, enfin avec toutes les nouvelles, les jeunes qui naissent aujourd'hui, et ils vont être tout de suite hyper sensibles à ça. Mais il y a un lien avec justement la nature humaine. Qu'est-ce qu'on est vraiment? Est-ce que pourquoi est-ce qu'on est lié à ce point à la nature? Donc on redécouvre notre dimension naturelle à nous, au profit, enfin, qui était occultée en grande partie par notre dimension culturelle. On considère que la culture est supérieure à la nature. Mais si on oublie que nous sommes d'abord des êtres naturels, on meurt de ça, et c'est ce qu'on est en train de faire en tuant les ressources, etc. Donc, il faut qu'on redécouvre notre dimension naturelle et par laquelle passe notre lien à la nature. Donc les jeunes peuvent, en plus de cette conscience écologique, avoir une conscience de ce qu'est notre nature véritable, notre nature profonde, et découvrir en partie au moins que notre nature est spirituelle. Donc voilà, donc tout ça forme un tout. C'est pour ça que les chamanismes sont aussi à la mode aujourd'hui, parce que dans le chamanisme, il y a un lien entre le spirituel, le matériel. Il n'y a pas de séparation, il y a un seul monde dont tout ça fait partie. Et c'est peut-être par là que passe le salut de l'Occident, quoi. Et pas que de l'Occident, du coup. Et pas que de l'Occident, voilà, oui, bien sûr. Est-ce que tu as, pour finir, deux livres que tu considères qu'il faut avoir lu absolument, pas forcément en lien avec ces sujets, hein, mais qui peuvent être inspirants? Oui, c'est forcément en lien quand même pour moi, parce que le premier que je vais citer, c'est les dialogues avec l'ange. Parce que les dialogues avec l'ange, quand on ne connaît pas, on pense que c'est une espèce de truc un peu mystique, ésotérique, channeling New Age, mais c'est beaucoup plus riche que ça. C'est un texte qui a une portée poétique hyper forte, c'est un manifeste, et Libération à l'époque avait parlé d'un manifeste poétique radical, et pas du tout d'un livre tendance New Age, quoi. Donc il y a une force dans le texte qui reste super belle, et ça parle à beaucoup de gens dans les milieux artistiques, dans la musique, etc. Beaucoup de gens sont sensibles à ce message de dialogue avec l'ange. Je dis pas ce que c'est, hein, que les gens aillent voir ce que c'est, et ils seront tout de suite au courant. Après, le deuxième livre que je cite, c'est quelque chose de très pratique, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Parce que pour moi, c'est vraiment l'essence de la philosophie indienne, mise à la sauce occidentale en quelque sorte. Donc le pouvoir du moment présent, c'est très pratique, c'est très simple, et c'est très vrai, parce qu'il y a une vérité dedans qui remonte à des millénaires, quoi. Être simplement présent dans l'instant, et voilà, c'est ce qu'on fait aussi dans la méditation, mais il faut être capable de le faire hors de la méditation. Super, on va arrêter là-dessus, ça tombe bien parce que ça a l'air de plus trop fonctionner, mais merci beaucoup Jocelyn pour ton temps, et puis merci de m'avoir fait découvrir tout ça dans tes livres, c'était passionnant. Super, avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode.
N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.